Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce feu de batterie au lithium au port de Montréal? Parce que bon, avec les autos électriques, puis on veut en fabriquer au Québec des batteries au lithium, doit-on en avoir peur? Ben, c'est la question que je me pose, en fait. Puis on a vu, là, ça a été commenté à l'instant par le collègue Alex, là, qu'il y a eu donc ce feu dans un conteneur. C'était un peu particulier, hein, parce que les batteries étaient donc contenues là, dans un conteneur, dans un espace renfermé. Donc, on n'y a pas accès directement. C'est l'équivalent, là, juste pour donner une idée aux auditeurs, là, on parle de 15 000 kilogrammes. Là, c'est l'équivalent de presque 50 voitures électriques. Là, donc, c'est quand même dans un très petit volume. Donc, c'est quand même beaucoup de lithium. Mais des voitures électriques là, où la batterie s'enflamme, c'est pas fréquent, mais c'est arrivé quelques fois. Il y a eu des cas. Là. En fait, c'est drôle que tu en parles parce que c'est un mème de l'Internet là, qui revient souvent. Ah, les voitures électriques s'enflamment. Là. J'ai vu une étude, là, c'est comme, je pense que c'est 1 pour 10 000 par rapport aux voitures à essence. Là. Donc, c'est très rare, comme tu le dis. Mais ça arrive. Puis, c'est là où c'est intéressant là, de suivre cette histoire-là parce qu'en fait, ça appelle une expertise qui est un peu différente pour les pompiers. On fait pas juste jeter de l'eau. Là. Enfin, on peut faire ça, c'est sans conséquence, mais l'eau n'arrête pas le feu de lithium, donc il faut y aller avec certains produits. Faut refroidir, c'est ce que je comprends. Faut refroidir, mais ensuite, il y a d'autres produits, là, puis c'est là où ma science est pas exacte, là, mais ce sont d'autres produits qui peuvent être jetés sur le lithium, puis là, vraiment, on arrête le feu. Dans les véhicules, maintenant, la plupart des services d'incendie au monde là, ont une formation spécifique pour les feux des véhicules. J'ai estimé, là, Mario, grosso modo, là, selon le prix, là, mais tu sais, il n'y a pas une perte importante là, de cette affaire-là. Là, on parle de peut-être $1 million là, que ça a coûté ce conteneur-là. Donc, c'est pas, encore une fois, économiquement très grave. $1 million. Oui. Mais tu sais, pour le port de Montréal, on préférait que ça n'arrive pas, là, mais il y a sûrement des assurances et tout. Ce que je veux dire, Mario, c'est que c'est pas à l'échelle des chiffres dont on parle depuis quelques jours autour de Nordvolt et tout ça. Je trouvais que $1 million, c'était comme un peu après la virgule, finalement, presque négligeable. Mais en même temps, c'est une nouvelle source d'énergie. Je veux dire, le pétrole, c'est très inflammable. On a appris à le gérer. Il arrive encore des incidents. Mais régulièrement. Je veux dire, on dit aux gens de pas fumer autour des stations-service, puis tout ça, on a appris tout ça. Là. Exactement. La différence, ceci dit, là, puis je sais qu'il y a des auditeurs qui nous appellent là, depuis hier là, à la station, c'est qu'en fait, contrairement à l'essence qui brûle, puis ça émet du CO2, là, puis parfois quelques particules, là, le lithium, ce qui émane du feu, ça peut être toxique. Là. Donc, effectivement, il y a une problématique. Quand c'est un seul véhicule, à la limite, ça se dissipe dans l'air, mais quand c'est des grandes quantités comme ça, là, 15 000 kilos, on l'a vu hier là, dans Hochelaga-Maisonneuve, puis jusque dans l'est là, de la ville, il y avait une certaine odeur, puis on a même demandé aux gens de rester à l'intérieur puis d'allumer leur climatiseur s'ils en avaient un. Donc voilà. L'Institut économique de Montréal qui a mesuré la performance du Québec en matière de rétention de ses infirmières. Oui, effectivement. Je ne les suis pas jusqu'à la conclusion de leur étude qui est peu importe l'employeur. Là, on connaît l'IADM, mais je trouvais que les chiffres eux-mêmes là, étaient assez parlants. Le Québec est parmi les pire cancre là, en termes de rétention. Et donc, ce qu'on a mesuré à l'IADM, c'est en fait le nombre, sur 100 infirmières, en fait, le nombre qui restait passé l'âge de 35 ans. Et ce qu'on voit, c'est que le Québec, là... donc, 100 infirmières diplômées. Ouais. C'est combien qui sont encore là? 43 quittent là, au Québec. Avant 35 ans. Donc, à 35 ans, il en reste 57 qui sont encore dans la profession seulement. La pire province, c'est le Nouveau-Brunswick où c'est 8 sur 10. 80 quittent. Ça, c'est moins bon, Mario. Encore une fois, j'ai pas décortiqué l'étude, malheureusement, mais c'est beaucoup. Et puis, donc, évidemment, le Québec a certainement... Est-ce qu'on risque des explications? Est-ce que c'est le salaire, l'organisation du travail? Est-ce qu'elle quitte la profession? Est-ce qu'elle quitte le Québec ou elle quitte la profession? Elle quitte la profession. Donc, c'est ce que l'étude souligne. Les explications... Donc, mais c'est quand même fort. Donc, 100 infirmières graduées à l'âge de 35 ans, il y en a 43 qui quittent. Qui font d'autres choses dans la vie. Oui, exactement. Puis c'est 29% de plus qu'il y a 10 ans. Et c'est ça l'autre facteur qui est inquiétant. Donc, ça va pas dans la bonne direction. Tu parlais des explications, Mario. Évidemment, bon, le salaire, je sais pas. C'est pas mal payé, c'est pas bien payé, les infirmières. Est-ce qu'elles gagnent assez pour... Ça va l'être de mieux en mieux. Puis est-ce qu'elles gagnent assez pour le travail qu'elles font? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une job au salaire minimum, certainement. Puis les infirmières sont mieux payées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient jadis. Là. Fait que là-dessus, on peut dire qu'on a fait un petit pas. Et pourtant, l'indicateur
va dans la mauvaise direction. L'élément puis qui me semble évident, ce sont les conditions de travail, temps supplémentaire obligatoire, etc. Puis là, tu vois, le paradoxe, c'est que plusieurs de celles qui ont quitté le réseau, mais pas la profession, se sont retournées vers les agences privées. Pourquoi? Parce que les agences, tu reçois une offre pour faire un quart de travail, tu l'acceptes ou pas. Donc, tu as de la flexibilité, si tu veux travailler le soir, le week-end, la journée, n'importe quand. Oui, parce que ça inclut, évidemment, c'est ceux qui quittent la profession. Donc, celles qui sont dans les agences sont toujours dans la infirmières. Profession, mais là, je crains, Mario, qu'avec ce qui s'en vient au Québec, alors qu'on prive, dans le fond, celles qui ont choisi ce mode plus flexible de travailler par les agences, de pouvoir travailler via les agences, je crains que ce chiffre-là n'aille qu'en augmentant dans les 2-3 prochaines années. L'hypothèse ou le gamble du gouvernement, c'est on va tuer les agences, toutes ces infirmières-là vont revenir, ils n'auront pas le choix, ils vont revenir dans le réseau. Mais ils pourraient aussi décider de s'ouvrir une boutique, un fleuriste. Et ou de devenir médecin, et ou agent immobilier, n'importe quoi, de quitter la profession. Donc, c'est ce que je crains, évidemment, puis c'est ce que plusieurs des infirmières avec lesquelles j'ai parlé dans la dernière année me disent effectivement qu'elles ne retourneront pas dans le régime privé, donc qu'elles vont quitter la profession. Évidemment, notre économie est beaucoup basée sur le crédit. On emprunte pour acheter une auto, on vit sur les cartes de crédit. Deux auteurs qui considèrent que le crédit est une maladie. Oui, et un drôle de match, en fait. Je sais pas si tu les connais. Jacques Nantel, certainement. Oui, là, moi, je l'ai eu comme prof il y a très longtemps à HEC. Et Isabelle Thibault, là, avec qui il coécrit ce livre qui s'intitule, et ça sort aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais t'en parler, ça s'appelle « C'en est fait de notre société de consommation ». Drôlement, là, Jacques Nantel, on le connaît, je pense presque tout le monde le connaît au Québec. On l'invite comme invité spécialiste de la consommation, des tendances du marketing. Et donc, après une carrière d'une 50aine d'années, là, il rajeunit pas Jacques Nantel, après une carrière à nous dire essentiellement les cordes sensibles des Québécois, puis comment bien vendre, puis la consommation, il semble que son opus, là, son dernier opus qui paraît aujourd'hui, c'est de dire le crédit, c'est mal, là, en fait, je paraphrase. Et donc, c'est cette espèce d'échange là, avec sa co-autrice. Mais il y a une question qui se pose dans le monde économique. C'est est-ce que notre croissance, est-ce que notre économie d'aujourd'hui est trop basée sur le crédit? Ouais. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Je vais dans un magasin de meubles, d'extérieur, de meubles de patio, puis tout ça. Puis là, on te dit... Mais toi, t'as quelque chose, un beau set, ça, 17$ par mois pendant 4 ans, je sais pas, mais tu sais, des affaires. Regarde, tu sais, 17$, vous dites des petits montants, j'exagère, puis tu dis, est-ce que vraiment tu vas acheter tes meubles? Tu sais, ils vont commencer, le soleil va avoir commencé à détruire la couleur, ils vont être brisés, il va y avoir du rouille, ces coins, puis ils seront pas encore finis de payer, là. C'est ce qui arrive, hein, puis dans les voitures, là, tu sais, j'en parlais avec des collègues ici à la station, le fameux concept de balloon, là, tu sais, l'auto, des fois, elle arrive comme à presque la fin de la vie utile. Tu la mets sur 7 ans. Et tu dois encore de l'argent dessus. Fait que là, pour la rendre, il faut que tu payes en plus de tous les paiements. Donc, c'est-à-dire que si tu la mets sur 7 ans, au bout de la 4e année, ton auto, il reste 20 000 à payer, puis elle en vaut 18. Exact. Fait qu'elle vaut moins que... T'as ce qu'on appelle... Je voulais pas... Écoute, on n'a pas le temps... toi, t'en penses quoi? On n'a pas le temps, là, mais grosso modo, Mario, tu sais, avant le crédit, là, il y a des centaines d'années, si tu voulais acheter une charrette, là, ou te construire une petite maison, fallait que tu aies l'argent. Tu sais, donc, tu accumulais, puis à un moment donné, tu pouvais acheter ta charrette puis devenir, je sais pas, commerçant. Là, je dis n'importe quoi, c'est pas très exact. Mais le crédit a permis à des gens de se lancer en affaires, d'acheter une maison plus jeune. C'est ce qui a finalement... de la payer après. Puis c'est ce qui a créé tout le système économique et de richesse actuelle. Mario, tu t'imagines s'il fallait que les jeunes, tu sais, on parle des jeunes et l'accès à la propriété. T'imagines s'il fallait que tu accumules 500 000 $ avant d'acheter la maison? Personne n'aurait de maison. Tu sais, fait que finalement, c'est via le crédit qu'on a permis aux gens d'accéder à la propriété. Puis d'une certaine façon, là, je vais faire mon petit prof de marxisme, là, mais tu sais, c'est anti-marxiste. Là, je veux dire, on a donné la propriété à des gens par le crédit. Et donc, d'une certaine façon... Parce que même si ta maison appartient à 90% à la banque, t'es propriétaire, t'es considéré comme propriétaire. La banque, elle a un droit, mais la maison t'appartient. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Mais donc, en ce sens-là, si tu veux t'acheter une fourgonnette, puis faire des livraisons, ou t'acheter une machine, puis produire des bricoles pour les vendre au marché, les agriculteurs, Mario, tu comprends? S'il fallait que tu accumules pendant des décennies pour t'acheter 3 vaches, il n'y aurait pas, tu sais... Mais sur le propos du livre, je pense qu'il faut quand même voir le crédit comme un ennemi jusqu'à un certain point. Ouais, c'est-à-dire que, tu
de vivre sa carte de crédit, de tout. Il y a une limite, là, tu sais. Je pense qu'il faut voir le crédit comme un ennemi qu'il faut juguler, là, qu'il faut contrôler. J'essayais de faire mon pédagogue, mais effectivement, j'ai l'impression que là, on est peut-être, tu parles de ton set de patio, pire encore, là, des voyages à Cuba ou un souper au restaurant payé en 4 paiements. Là. Je sais pas si tu as vu ça récemment. Mais, non. Moi, je veux pas dénoncer personne. J'ai une carte de crédit avec la banque Scotia. Puis maintenant, quand j'achète quelque chose qui coûte, je pense, plus que 100$, je peux le financer. Mais écoute, je suis abonné à un service de livraison à domicile de bouffe, là, Cookit, là. Je reçois ça à ma maison, ça coûte 144$ par boîte, puis on me propose de le payer en 4 paiements égaux. Ça, c'est le repas de la semaine. C'est le repas de la semaine. Je suis commandé si je fais juste... Est-ce que je vais payer en décembre mon repas de septembre? Et c'est à 7%, tu comprends, là. C'est pas avantageux du tout. Donc, c'est sûr que ça stimule l'endettement beaucoup plus que ça devrait être logique. Fait que moi, ce que je te dis, c'est que le crédit, ça a eu énormément de bienfaits dans l'histoire de l'humanité pour le développement économique, pour la croissance. Puis les auteurs le reconnaissent, là. Isabelle Thibault, que je ne connais pas, elle est anthropologue de la consommation, donc je pense que je ne lui apprends rien en lui racontant ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je te parle de faire financer ma boîte Cookit en 4 paiements égaux, il y a peut-être une limite qu'on a franchie de la même façon que les voyages à Cuba ou les sets de patio. Bref, il y a quelque chose certainement d'intéressant. Le livre est sorti ce matin, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je voulais inciter les auditeurs à le faire. C'est tout un sujet quand même. Merci Francis. À demain. Débat, opinion et analyse. Cube.